Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour tout le monde. Pour cette 12e émission, vous aurez la chance de venir faire un tour au cœur du marché public avec le coordonnateur M. François Desjardins, ensuite avec 4 exposants de notre région. Dans un tout autre domaine, en dernière partie, vous rencontrerez la notaire Ariane Michaud qui viendra vous donner des conseils au sujet du mandat d'inaptitude. Voici le moment de vous présenter M. François Desjardins, le coordonnateur du marché public. Il vous présentera le fonctionnement et les activités du marché public de Trois-Pistoles. Bien, bonjour, merci d'être avec moi ici au marché public des Basques. Je vous souhaite la bienvenue. Comme vous pouvez voir, là, je me trouve ici dans la cour du 21 rue Pelletier à Trois-Pistoles. Ça tombe dans le stationnement du caveau des Trois-Pistoles, la microbrasserie. Ici le marché public des Basques depuis 3 ans déjà. Bien que ça soit un marché qui existe depuis à peu près une douzaine d'années, eh bien, ça fait 3 ans qu'on est ici. Une place assez chaleureuse qui est en plein centre-ville de Trois-Pistoles, accessible à la fois en voiture ou à pied ou à vélo. Et une petite nouveauté de cette année qui permet le site un petit peu plus sécuritaire puis encore plus vivant, c'est cette fameuse rue piétonne, en fait, de la rue Pelletier. Donc, on vous invite, là, en fait, en grand nombre là, à venir festoyer avec nous. Le marché public, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plus d'une vingtaine d'exposants et d'exposantes qui viennent ensemble là, pour donner une vitrine, pour pouvoir vendre leurs produits et faire connaître, en fait, les produits locaux des Basques et des environs. Donc, on a autant des exposants et des exposantes qui viennent de Saint-Narcisse de Rimouski, on en a d'autres aussi qui viennent presque jusqu'au Kamouraska. Donc, pour venir ici, se rassembler à Trois-Pistoles. Comme vous pouvez voir, le site derrière moi est assez haut en couleur. Aujourd'hui, eh bien, c'est la première fin de semaine du Rendez-vous des Grandes Gueules, avec qui le marché public a une collaboration, en fait, chaque année. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Mme Lucie Bisson qui est ici. Également, la semaine prochaine, nous aurons également là, la crème de la plus grande menterie, en collaboration toujours avec le Rendez-vous des Grandes Gueules. Ici au marché public, donc, on expose en fait de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à l'Action de Grâce, passant par des marchés un petit peu différents, tels que par exemple le marché de Noël, qui sera effectif cette année d'ailleurs. Vous en aurez davantage d'informations plus tard. Donc ici, c'est ça. Donc les exposants et exposantes ont décidé de se mettre ensemble pour présenter leurs produits. On a d'ailleurs la chance d'avoir autant des artisans, des artisanes que des producteurs maraîchers et agroalimentaires, ce qui fait en sorte que le marché public des Basques est un des seuls, en fait, du Bas-Saint-Laurent à avoir cette mixité d'exposantes et d'exposants. Également, à partir de cette année, nous sommes capables de vous présenter une programmation donc, culturelle à peu près à chaque 2 marchés, chose qui va se reproduire d'année en année. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous pouvez voir autant du conte que de la musique, que des performances clownesques et artistiques. Donc, tout ça fait en sorte que le marché public est de plus en plus vivant. Les artisanes qui sont ici, donc, on a autant des artisans en cuir, en bijoux, en vêtements. Donc, c'est toutes des choses qui font que le marché public des Basques est un lieu accueillant et qui permet donc à des clientèles diverses de venir s'amuser puis se rencontrer en fait sur place. C'est un lieu à la fois de mixité sociale, mais également de rencontres plus ou moins éphémères, mais certainement en fait pour venir à la fois prendre autant des légumes qu'un portefeuille en cuir.
D'ailleurs, durant la programmation de cette année, nous vous présentons finalement une programmation qui présente des démonstrations d'artisanat. Comme vous pouvez le constater derrière moi, donc la table est mise pour cet après-midi. Donc on va avoir cet après-midi de nature Annick qui va présenter les étapes de la confection d'un porte-monnaie en cuir. Et ensuite, donc, la savonnerie Cire d'abeille avec Maggie Morin qui va présenter les étapes de la confection de savon artisanal. Donc, c'est dans cette optique-là que le marché public présente donc ses exposants et exposantes, donc autant en leur permettant de vendre leurs produits, mais aussi en présentant leur art. Je vous invite à passer avec moi voir mes exposants et exposantes et passer à l'édition 2022 et 2023 pour l'année prochaine. Merci. Merci François pour cette belle présentation. Ça donnera sûrement le goût aux gens d'aller vous visiter cet été au marché public. Nous avons maintenant la chance de vous faire découvrir 4 exposants qui sont au marché public depuis plusieurs années. Monsieur Jean-Pierre Romeveau, qui est maraîcher dans les jardins du Lac-Sauvage, Monsieur Cyril Albert et Madame Doris Rioux de l'érablière Albert, Madame Francine Lebel, horticultrice, et Madame Annick Simons, qui est artisane du cuir. Monsieur François Desjardins les a questionnés pour nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Ben écoute, bienvenue au marché. Je voulais savoir, Jean-Pierre, d'où viens-tu? Je viens du Saint-Michel du Squatec, Lac-Sauvage exactement, et on a appelé la ferme les Jardins du Lac-Sauvage. Puis, écoute, je vois ta table bien remplie. J'imagine que la saison est en grand balbutiement en automne. Oui, malheureusement, la saison a été un petit peu écourtée parce que le début de saison était calamiteux, mais la deuxième partie de saison était vraiment très très bonne, effectivement. On a de beaux légumes intéressants à proposer aux consommateurs. Puis donc maintenant, j'en conclus qu'il reste quoi, peut-être 2-3 semaines là, avant de closer les jardins, de fermer les jardins? Normalement, les jardins, on devrait les fermer vers le 10 octobre, mais avec la température un peu plus clémente, c'est sûr qu'on va étirer un petit peu les choses. Ça sera peut-être dommageable pour l'année prochaine, mais on va essayer d'étirer au maximum. Dis-moi Jean-Pierre, en tant que maraîcher, qu'est-ce qui t'a amené en fait dans ce métier ou peut-être même cette vocation-là? Ma famille, du côté de mon père, était agriculteur, donc c'est quelque chose qui me touchait particulièrement. Mais c'est plus dans les années 2015-2014 avec ma conjointe qu'on a décidé de se lancer dans la production de légumes. Et puis avec des événements un peu familiaux aussi qui nous ont vraiment incité à changer de carrière. Et puis en 2018, on a franchi le pas. Donc 2018, c'est une entreprise relativement jeune, mais qui clairement est fleurissante. On essaye de s'améliorer chaque année. C'est sûr que c'est pas facile parce qu'on joue avec la météo, mais on fait en sorte pour proposer chaque année de bons légumes aux consommateurs, effectivement. Puis dis-moi, je sais que tu fais un autre marché. Je crois que tu étais là plus au début de la saison. Maintenant qu'il est fini, c'était ici. C'est quoi l'autre marché que tu faisais? Un nouveau marché qui a été instauré à Saint-Michel du Squatec, donc là où j'habite, et qui est là depuis 1 an. Et puis c'était notre 2e année, et puis c'est une très très bonne 2e année parce que les gens étaient au rendez-vous. On a eu beaucoup d'achalandage et c'était intéressant comme marché. Puis que ce soit au marché là-bas à Saint-Michel de Squatec ou ici, qu'est-ce que le marché public en fait apporte à toi personnellement, mais aussi à ton entreprise? Ça m'apporte déjà la visibilité. C'est sûr qu'on va au-devant des clients, donc ça nous apporte une visibilité, mais ça nous permet aussi de proposer aux clients des produits qu'ils ne connaissent pas, et puis surtout des produits sains, biologiques, qui sont vraiment très intéressants. Puis, est-ce que, en général, les gens sont attirés à discuter davantage que juste venir acheter des légumes? Les gens sont curieux d'une certaine façon, ils posent des questions, mais ils sont quand même des consommateurs à la base, et puis ils se rendent compte que les légumes qu'on propose, que ce soit moi ou d'autres maraîchers, ça n'a rien à voir avec la grande culture. Donc on propose des produits qui sont vraiment très très bons et puis intéressants pour eux. Donc ils voient la différence. Oui, ben j'en doute pas parce que déjà juste au look, ils ont l'air vraiment plus nutritifs quand même que les petits légumes chétifs qu'on voit aux épiceries. Oui, ben, l'avantage en plus, c'est qu'on n'a pas besoin de les éplucher, donc on mange tout, du légume. Il y a 0 détritus avec nos légumes.
Puis dis-moi, là, sur ta table, quel serait je sais pas, ton légume coup de cœur ou actuellement, là? Il y en a plusieurs, mais je dirais que le navet jaune, c'est un navet qui est sucré. C'est un navet qui a beaucoup de caractère, un navet très intéressant, qui donne beaucoup de goût dans un bouilli ou dans n'importe quoi. On pourrait le manger, à la poêle, remis dans un peu d'huile d'olive ou des choses comme ça. C'est vraiment très très bon. Ça dégage beaucoup de saveur. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre, puis bonne fin de saison de marché. Bon, ben bonjour, Cyril. Salut François. J'espère que ça a bien été pour le marché public cette année encore. Ça a été très bien cette année, ça a bien marché. À date, il y a des journées qui ont mouillé, des journées qui c'était pas beau. Mais aujourd'hui, on a une journée ensoleillée, puis je suis content d'avoir fait ma saison. C'est vrai que comparativement à la semaine passée, c'est les aléas, c'est les aléas du marché, n'est-ce pas? T'es en plein ça, François. Ici, on est là pour vendre nos produits, puis encourager le monde à venir ici au marché public. Bien justement, Érablière Albert, ça fait combien d'années que ça existe? Érablière Albert, ça existait autrefois avec mon père. Et à cette heure, c'est moi qui ai pris la relève. Et ça fait 2 ans. En 2019, j'ai ouvert mon érablière. Donc 2019, c'est pas mal. Parce que là, on parle parfois des maraîchers, à l'hydromellerie. Par contre, l'érablière, ben, c'est à un moment différent des autres cultures, là. Oui, François, c'est différent. Puis, qu'est-ce qui m'a emporté à venir faire des produits d'érable? C'est à cause que l'été, il n'y en a pas qui en produisent. C'est pour ça que je viens au marché pour vendre mes produits. Puis, dis-moi, Cyril, est-ce que durant le printemps, vous, à la cabane à sucre, est-ce que vous faites des événements? On ne pouvait pas à cause de la COVID-19, mais à l'avenir, si on peut, on va le faire à la cabane, mais on va être encore au marché. Puis, qu'est-ce qui t'a amené finalement à repartir là, de cette érablière-là familiale, là? Ça a été l'amour de faire du sucre. C'est pour ça, puis être en famille. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de refaire nos produits. Puis je suis à la retraite, ça me fait de quoi à faire. Ah ben, en voyant tous tes produits, tous vos produits en fait, clairement que ça fait quelque chose à faire. Parce que là, les tartes, vous faites ça ensemble tous les deux? Moi, je fais le sucre, puis elle a fait les tartes. Ça fait que moi, je fais surtout du beurre de sucre. Mon beurre de sucre, ça fait qu'on fait. Ça fait qu'on fait ça. On produit à tous les jeudis, vendredis, à toutes les semaines. Pour venir ici au marché avec de la qualité fraîche. Ben merci beaucoup, Cyril. Puis bonne fin de marché à toi. Puis un gros merci de ton accueil, François, parce que quand on vient au marché à Trois-Pistoles, on est content de te voir, puis quand on a des problèmes, tu nous résous ça dans un coup de main. Un gros merci encore, François. Bien, merci à vous autres, c'est super gentil. Salut, Francine. Salut, François. T'es de bonne humeur aujourd'hui? Bien, certainement. Toujours de bonne humeur. Parce que là, c'est l'avant-dernier marché de la saison. Puis, je voulais savoir comment ça a été cette année pour toi, ici au marché public. Moi, ça a très bien été, sauf... C'est pas au marché que ça n'a pas été, c'est au jardin. Parce qu'on a eu des problèmes d'eau, là. Ça fait que c'est ça. Mais à part de ça, ici au marché, là, j'ai pas un mot à dire. Bon, ben tant mieux. Dis-moi, Francine, écoute, tu viens de Trois-Pistoles, toi, je pense? Oui. Je suis née à l'Île-Verte, par contre. OK. Oui, ça fait longtemps que je suis à Trois-Pistoles, oui. Je connais beaucoup de monde ici. Beaucoup de gens qui viennent me voir, spécialement. Donc, on peut dire que le marché public t'amène de la visibilité, puis amène des gens grâce à toi et pour toi aussi. Oui, oui, ça, c'est sûr qu'il y en a qui viennent pour me voir, puis il y en a d'autres qui viennent pour acheter, puis qui prennent l'habitude à chaque semaine, là. C'est pas mal ça là, qui se passe, oui. Hein? Comme Jocelyne fait, là. Dis-moi, Francine, je pense que ça fait bien longtemps que tu es au marché public. Ça fait combien d'années? 2007.
Ça fait que c'est après ça que j'ai commencé à venir au marché parce que, bon, toute seule, il faut utiliser notre temps, là, tu sais. Ça fait que... Puis donc le marché public te permet de vendre des choses, mais aussi de rencontrer donc les personnes. Ben oui, parce qu'on voit toutes sortes de... Puis les activités, tu sais, c'est gai, là, tu sais, puis c'est bien plaisant ici, là. On a toujours de la belle musique. Puis dis-moi, donc, on voit toutes ces belles fleurs-là, là, elles sont encore en fleurs à presque début, ben c'est ça, presque début octobre. Oui, ben moi, je les entretiens, là. J'ai ma serre, ça fait que... Ça, c'est pour le plaisir, mais le jardin, c'est pas là, c'est en haut. Le jardin, c'est au deuxième. Une terre que notre père nous a laissée pour, tu sais, comme une succession, là, justement, là. Ça fait qu'on est plusieurs sur la terre, mais on aime bien ça, être là à différentes périodes. Là, puis, Donc, c'est un bel héritage. Puis, qu'est-ce qui t'a amené donc, dans la production florale puis maraîchère? Bien, les fleurs, c'est surtout les fleurs que ça a commencé par les fleurs parce que c'était une passion. Moi, ça me prenait des fleurs, de la couleur. Tu sais, pour être bien, là, ça me prenait des fleurs. Ça fait que je regardais les fleurs, puis les catalogues de fleurs qu'on reçoit chaque année. C'est là que j'ai commencé à faire à vouloir une serre, surtout parce que tu peux pas cultiver des choses si tu n'as pas la chaleur de la serre. Ça fait qu'après ça, on a planté des jardins avec nos parents, là, puis les tomates, moi, c'était la première chose que je voulais avoir, des tomates dans un jardin. Ça fait que cette année, j'en ai pas eu énormément, mais peut-être l'année prochaine, ça sera mieux. On va voir ça, là. Hein? Ben en tout cas, ce qui est sûr, Francine, c'est que à chaque fois, ton beau sourire puis ta passion pour les fleurs amène des gens, puis c'est toujours bien plaisant de te voir ici. Merci beaucoup, François, et puis on espère de te garder longtemps, en tout cas. Ben c'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Ben bonjour Annick. Bonjour, ça va? Ben oui, ça va très bien, merci beaucoup. Belle journée, effectivement, pour le marché, contrairement à d'autres où c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Oui, très belle journée qui respecte mon cuir. D'ailleurs, parlons de ça. Dis-moi, quel artisanat pratiques-tu? Je suis maroquinière, donc quelqu'un qui travaille avec le cuir, et je suis aussi pyrographe. Pyrographe, c'est quelqu'un qui dessine en brûlant. Et mon matériel de choix pour ça, c'est le bois. Et surtout, le bois du fleuve. Donc, c'est ça. Donc, tu travailles à la fois avec le cuir et avec le bois de grève, finalement. Oui, le fameux bois de grève. Exactement. Alors, j'ai jamais le temps de devenir trop tanné de pratiquer un. Je saute à l'autre, puis je suis au paradis. Donc, pour pas faire de mauvais jeu de mots de tannage avec le cuir, dis-moi, là, je vois tous ces produits-là, là, par exemple, un portefeuille comme ça, par exemple, combien d'étapes, combien de temps ça peut te prendre? Normalement, ça, c'est un cuir tanné végétal, donc qui peut être imprimé, coloré, teint, tu peux y faire pas mal tout. C'est normalement 13 étapes du début, lorsque tu découpes ton patron dans ton cuir, jusqu'à la dernière étape où tu ajoutes ta graisse à ton cuir pour protéger et aussi nourrir ton cuir. C'est incroyable quand même quand on pense à ça, hein? Quand on pense à toutes les choses qu'on peut acheter à bas prix dans des grands commerces, alors que ben on a vraiment avec nous ici des produits vraiment de bien meilleure qualité et faits par un savoir-faire là, assez exceptionnel. Je suis complètement d'accord. Moi, mon but, c'est de faire quelque chose qui est beau, quelque chose qui est pratique. Et le cuir, c'est un matériel très, très pratique et durable. Et c'est pour cette raison-là que toutes mes étapes sont faites à la main, incluant la couture. Et lorsqu'on coud le cuir à la main, il devient encore plus durable. Ben, je peux bien comprendre. Dis-moi, Annick, c'est vraiment un bel art, mais depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet art-là? C'est un art que je pratique depuis peut-être 8 ans. Pas à temps plein. Quand je travaillais comme infirmière à temps plein, j'avais pas le temps. Mais d'où cet amour de cuir...
est survenue depuis un très jeune âge parce que je suis une grande cavalière. J'ai une grande passion pour les chevaux depuis que je suis née. Et donc, lorsque tu es avec les chevaux, tu connais le cuir parce que l'équipement de qualité est fait en cuir. Je comprends bien. Puis, dis-moi, pour terminer, qu'est-ce que le marché public t'amène, toi, en tant qu'artiste, en tant qu'artisane, en fait? Bien, deux côtés, ça m'amène des acheteurs potentiels, des acheteurs ou même des gens qui regardent et qui me complimentent au sujet de ça. Mais ça l'amène aussi une famille. Lorsqu'on le fait régulièrement, on se connaît, on s'entretient, beau temps, mauvais temps. Alors, c'est ces deux côtés-là et c'est pour ça que je trouve que le marché lui-même est spécial à cause de ce côté famille et le côté aussi potentiel de clients-acheteurs. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue-là, Annick. Tu es très, très bienvenue. Passe une belle après-midi. Merci à vous quatre pour cette belle présentation à l'émission. Et surtout, bravo pour votre travail. Nous espérons vous avoir encore longtemps à notre marché pour le bonheur de tous. Voici maintenant le moment de présenter la notaire Ariane Michaud. Elle vous expliquera ce en quoi consiste le mandat d'inaptitude, quand le faire et pourquoi le faire. Je m'appelle Ariane Michaud, je suis notaire chez Côté Ouellet du Vierge. Pour ce qui est du mandat d'inaptitude, au Québec, il y a deux formes de mandat d'inaptitude qu'on peut faire. On peut le faire devant témoin, on peut le faire devant notaire. Le danger avec le testament devant témoin, c'est que si un jour la personne devient inapte, on va avoir besoin de la signature de l'un des deux témoins. Donc, s'il n'y a plus de témoin, la personne tombe avec plus de mandat d'inaptitude. L'avantage du testament notarié, bien, c'est sûr qu'il est beaucoup plus complet. On bénéficie des conseils de son notaire et on n'a pas besoin de rechercher de témoins au moment où on fait l'homologation du mandat d'inaptitude. Qu'est-ce que c'est l'homologation du mandat? Bien, ça, ce n'est pas nécessaire si la personne décède et qu'elle a toute sa tête, donc elle est toujours apte. Mais si la personne devient inapte, donc Alzheimer, un AVC ou une maladie mentale qui l'empêcherait de prendre des décisions, bien là, il y aura fort probable cette démarche-là à faire. Comment ça se passe? Bien, habituellement, c'est le médecin qui rencontre la famille puis qui dit, bien là, écoutez, là, vous êtes rendu là, on devrait faire la procédure pour mettre en force le mandat d'inaptitude. Et que là, les clients viennent nous voir. Et c'est le notaire qui prépare cette procédure-là. C'est une procédure qui se fait à la cour, mais puisqu'il est non contentieuse, donc il n'y a pas de chicane, les notaires, on peut faire la procédure. Donc, on demande un rapport médical au médecin. On demande un rapport psychosocial à la travailleuse ou au travailleur social. Ensuite, on signe un document. C'est ce qu'on appelle une demande. Donc, c'est la demande officielle dans laquelle le notaire est autorisé à débuter sa procédure. Ensuite, le notaire va envoyer la procédure aux personnes de la famille. Donc, on les informe qu'on est en train de faire ça, qu'on est en train de déclarer une personne inapte. Ça, c'est une protection parce que si, par exemple, l'enfant qui voudrait homologuer le mandat de sa mère était malhonnête, bien, il y aura un contrôle par les autres membres de la famille qui pourraient dire, écoutez, ben non, ma mère a toute sa tête, puis on s'oppose à cette procédure-là. Pour ajouter une couche supplémentaire, le notaire se déplace, va faire l'interrogatoire de la personne. Donc, on va lui poser des questions. On est quelle journée, on est quelle saison, pour contrôler et s'assurer que c'est bien vrai que la personne est inapte. Lorsqu'on a tous les documents, donc rapport médical, psychosocial, l'évaluation, l'interrogatoire du notaire, bien, on dépose ça au tribunal et c'est le greffier qui rend un jugement. Donc, lui analyse tous les documents. Il s'assure aussi que la personne inapte a eu signification de la procédure. Donc, le huissier est allé lui porter en main propre la procédure pour s'assurer qu'elle est vraiment inapte. Et au terme de tout ça, il y a un jugement qui est rendu. Que le mandat soit fait devant témoin ou devant notaire, si un jour la personne devient inapte, il y a la procédure d'homologation à faire. Que contient un mandat d'inaptitude? Donc, on nomme tout d'abord notre mandataire, donc la personne en qui on a confiance pour s'occuper de nous. Idéalement, c'est de trouver des remplaçants et peut-être prévoir sa rémunération. Donc, le mandataire, oui, doit s'occuper des biens de la personne, mais aussi de ses soins. Donc là, on peut décider déjà d'avance qu'est-ce qu'on voudrait avoir pour nos soins. Est-ce qu'on veut de l'acharnement thérapeutique ou pas? Est-ce qu'on voudrait être réanimé ou pas? Donc, cette portion-là, on la décide aussi. Lorsqu'on a des enfants mineurs, on peut aussi prévoir notre tuteur, parce que si on n'est plus capable de s'occuper de nous, il est fort probable qu'on ne sera plus capable de s'occuper de nos enfants. Donc, on peut désigner un tuteur là, dans ce cas-là. Le mandat d'inaptitude, il se fait au moment où on est apte. Donc, on est en pleine connaissance de nos moyens. Puis, par tradition, les gens, lorsqu'ils viennent faire leur testament, ils font leur mandat d'inaptitude en même temps.
l'homologation se fait si un jour la personne devient inapte. Donc, probablement qu'on n'aura peut-être pas à le faire, mais si la personne devient inapte, bien là, on va évaluer là, si c'est nécessaire. Est-ce qu'elle a des biens à gérer? Est-ce qu'il y a une chicane dans la famille? Tout ça, c'est tous des facteurs qui sont pris en considération là, pour savoir si on va homologuer ou pas le mandat d'inaptitude. Qu'est-ce qui se passe quand la personne n'a pas de mandat d'inaptitude? Eh bien là, elle n'a pas nommé quelqu'un en qui elle avait confiance pour s'occuper de ses biens de sa personne. Donc là, c'est la famille qui doit décider. Le notaire doit réunir la famille dans ce qu'on appelle une assemblée de parents, d'alliés et d'amis. Donc, minimum 5 personnes à cette assemblée-là, et c'est ces gens-là qui vont décider qui sera soit le curateur, le tuteur ou le conseiller. La différence entre les trois, c'est que le curateur s'occupe des biens d'une personne qui est inapte totalement et de façon permanente. Un tuteur, c'est une personne qui s'occupe d'une personne qui est inapte, mais soit de façon temporaire ou de façon plus partielle. Et un conseiller, ça peut être pour une personne qui a un handicap léger qui serait restreint là, dans la signature de certains actes. Donc, lorsque la personne est nommée, donc on a nommé au terme de l'Assemblée le curateur, donc la personne qui va s'occuper de la personne inapte, cette personne-là est surveillée aussi par un conseil de tutelle. Donc, 3 personnes qui est nommée pour surveiller le curateur. Donc, à chaque fois que le curateur va acheter une paire de bas, bien, il devra consigner sa facture, faire un rapport de ça. Il doit présenter son rapport au conseil de tutelle à chaque année. Et à chaque année, ils doivent rendre un compte au curateur public, donc au gouvernement. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. C'est pour ça que c'est un très bon conseil de faire son mandat d'inaptitude pour éviter des chicanes au moment de cette assemblée. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le site Internet de la Chambre des notaires du Québec. Merci, Mme Michaud, pour ces importantes informations qui pourront nous aider à prévoir qui s'occupera de nous et de la gestion de nos biens si jamais un jour il nous advient de ne plus être apte pour le faire nous-mêmes. L'émission de Place aux aînés se termine, mais nous vous attendons pour le prochain rendez-vous où il sera question de la maison Le Puy de Trois-Pistoles. Madame Isabelle Moffett, directrice, et 4 membres de son équipe de bénévoles vous présenteront l'historique, les objectifs et les services offerts par cet organisme. Organisme très important pour notre communauté. On vous laisse un bonjour aux allures de printemps et à bientôt. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.